Nous allons donc pour cette première partie redécouvrir ou découvrir le logiciel Anna en partant d'une feuille blanche et en recréant un plan financier pour une constitution de société. Donc là, j'ai ouvert le logiciel sur une page blanche et Anna propose directement de compléter une page de signalétique, page qui n'est pas figée. On pourra revenir dessus quand on veut. Donc tout ce qui est date, tout ce qui est texte pourra être modifié par la suite. Donc dans ce cas-ci, on va créer la société ABC et on va pouvoir préciser tout ce qui est date, début des prévisions, durée du premier exercice et nombre d'exercices étudiés. Donc par simplicité, nous avons commencé en janvier 2020 pour avoir un premier exercice de 12 mois. Maintenant, vous pouvez évidemment avoir des exercices décalés, des exercices plus longs, des exercices plus courts en fonction de la situation. Nombre d'exercices étudiés, on va étudier 3 exercices. Le législateur exige maintenant 24 mois. Moi, je fais toujours 3 ans. Il n'y a pas de limite dans ANA. 1, 3, 5, 15, 20, 30. Vous faites des plans financiers sur la durée que vous voulez. Forme juridique, ASBL, indépendant IPP, les différentes personnes morales. On va jouer le jeu et créer une SRL. Assujetti, oui, non à la TVA. Je vais cocher création. Alors attention, le fait de cocher création de nouveau projet, ce n'est pas parce que je crée un nouveau fichier. Je le paramètre en cochant création. Je lui dis en fait que je suis sur une constitution de société. Et donc ça va impacter mon bilan de départ où je vais avoir dans ce cas-ci des valeurs d'acquisition, un stock de départ, du disponible de départ, de la TVA préfinancée, que si je ne coche pas création, je suis sur une société existante et donc là, j'aurai des valeurs résiduelles, un stock en cours et compagnie. La personne de contact, on va parler de Monsieur Dupont, comme ça vous pourrez voir en deuxième partie de formation où ça apparaît dans les impressions. On travaille en euros ou dans une autre devise, PCMN de 6 chiffres plus ou moins en fonction de comment vous travaillez. Et je valide. Le logiciel m'invite à directement sauvegarder en .hdx. Donc souvenez-vous, .doc pour Word, .xls pour Excel, .hdx pour Anna. C'est la suite propre au logiciel et avec vos licences, vous êtes en multi-dossier, vous faites autant de dossiers que vous voulez en .hdx et du coup autant de scénarios que vous voulez pour un même dossier, on y reviendra. Je vais créer le abc.hdx sur mon bureau. Hop, voilà. Voulez-vous sauver les commentaires? Je vais lui dire que oui pour pouvoir sauvegarder les éventuels textes que je vais écrire dans le logiciel. Alors, on arrive sur l'interface. Nous travaillons avec des onglets et plusieurs boutons parmi ces onglets. Principalement l'onglet Données avec tout ce qu'on va encoder et ou importer. C'est principalement dans cet onglet qu'on va travailler le développement du plan financier. Et l'onglet Prévision, tout ce que le logiciel va générer automatiquement. Donc, dans les données, on va retrouver les 3 premières colonnes, les données d'exploitation, avec les ventes et les différentes charges. Et dans les colonnes 4 et 5, les données bilantaires, avec principalement des créances et dettes, des immobilisés, des apports, par exemple. Et j'ai les tableaux d'encodage qui apparaissent en haut de l'écran. Parallèlement aux données, je vais avoir l'onglet Prévision, du coup, où là, on est sur de la visualisation. Ce sont tous les écrans que le logiciel va générer automatiquement. Donc, je ne sais rien y modifier, je ne peux que interpréter. Et on va avoir principalement un tableau de trésorerie mensuel, des comptes de résultats et des bilans. L'idée, c'est quoi? C'est que les prévisions apparaissent en haut, les prévisions apparaissent en bas de l'écran et l'encodage apparaît en haut de l'écran. Et donc, je peux laisser un tableau ouvert en bas et voir l'impact directement sur ce que je vais encoder dans mes écrans d'encodage. Tout est modulable. Imaginons que vous travaillez sur 2 écrans. Vous pourriez très bien mettre vos écrans de prévision sur l'écran de droite, votre tableau de prévision sur l'écran de droite et vos tableaux d'encodage sur l'écran de gauche. Vous travaillez l'ergonomie de vos écrans comme vous voulez. Alors, je reviens sur mes données et je vais commencer par les données bilantaires. Donc ça, c'est un choix personnel. Il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez très bien travailler d'abord la rentabilité via les données d'exploitation. Moi, je vais travailler les données bilantaires pour pouvoir ouvrir le bilan de départ et pouvoir travailler du coup sur la case départ de l'entreprise. Vous voyez le bilan de départ qui apparaît ici en bas, avec des cellules grises qui vont être impactées directement par mes encodages, et des cellules blanches, le disponible, le compte de régule, les réserves, le résultat reporté, qu'on va pouvoir impacter directement. Alors, ce tableau, c'est donc
la case départ de l'entreprise pour une constitution. Mais si on est sur une entreprise déjà existante, on est vraiment sur la balance au 31 du 12. Et on devra la reconstruire. On verra ça en deuxième partie de formation lors des importations. Alors, on va directement remplir ce bilan de départ. Je suis dans les immobilisés. Je vais cliquer pour ajouter des lignes, toujours la même logique. Ajouter un nouvel élément ou le plus ici au-dessus. C'est exactement la même chose. Et le logiciel va m'ouvrir le troisième écran qu'on appelle l'écran de détail, avec dans ce cas-ci la liste PCMN des immobilisés. Liste théorique, mais vous allez pouvoir évidemment rajouter, changer les codes, changer les intitulés et lors des importations, importer un PCMN ou importer une balance complète. Alors, comme dans Windows, je les prends un par un et je clique sur Valider. Ou je laisse CTRL enfoncé et je prends ce qui m'intéresse. Ou je laisse majuscule enfoncé et je prends une plage. Alors, dans ce cas-ci, des frais d'établissement, une machine et un véhicule, par exemple. Je valide et le logiciel me rajoute les 3 lignes que j'ai sélectionnées. Je vais avoir 2 possibilités dans là. Soit je travaille avec les données de base, mais essentielles, donc ce qu'on voit à l'écran, soit je travaille dans le détail. Les données de base, code. On va retrouver les codes, les intitulés, date et valeur d'acquisition, méthode d'amortissement et durée de l'amortissement. Alors, on va lui mettre des valeurs d'acquisition, comme dans Excel, Enter pour aller vers le bas, tabulation pour aller vers la droite. Donc, les frais d'établissement pour 1 200 €, une machine pour 15 000 € et un véhicule pour 18 000 € par exemple. Et je vais amortir la machine en 6 ans. Je pourrais en rester là. Si je veux aller plus loin dans le logiciel, j'ai ici un bouton détail avec une paire de jumelles. Si je clique sur le bouton détail, c'est un bouton qui reste enfoncé. À partir du moment où le bouton est enfoncé, je peux cliquer sur n'importe quelle ligne, par exemple la machine, et le logiciel va ouvrir le troisième écran, l'écran de détail, en fonction de la ligne sur laquelle je me trouve. Pour un immobilisé, on va retrouver la valeur TVA comprise, le taux de TVA, le pourcentage de non-déductibilité TVA, le pourcentage DNA. Pourcentage qu'on va pouvoir customiser ligne comptable par ligne comptable si on le souhaite. On retrouve également une case pour indiquer un montant de revente, donc moins fréquent évidemment pour une constitution. Mais pour un dossier existant, vous pourriez revendre un immobilisé et préciser la date. Et le logiciel va de lui-même générer la fin des dotations aux amortissements, l'arrivée de l'argent à la trésorerie et au niveau fiscal, l'éventuelle imposition de la plus-value. Un tableau d'amortissement, linéaire pro rata temporis sur 6 ans. Vous avez vu qu'on pouvait changer la durée. Si je clique sur la méthode, j'ai un menu déroulant avec les différentes méthodes d'amortissement. Linéaire, dégressif, pro rata temporis dans les deux cas. Je me mets par exemple en dégressif et le logiciel va générer mon tableau d'amortissement dégressif. Du coup, en fonction de vos différents paramétrages, le logiciel proposera toujours une ligne conductrice. Maintenant, on n'est jamais bloqué dans Anna, on peut toujours le forcer. Et pour ça, on a ce qu'on appelle l'option libre. C'est une option qui va apparaître dans plusieurs écrans. Dans l'écran des immobilisés, ça apparaît dans les méthodes d'amortissement. Si je me mets en méthode d'amortissement libre, le logiciel va m'inviter à moi-même, dans l'écran de détail, venir faire mes différentes dotations aux amortissements. Donc quand vous voyez le mot libre apparaître aux différents endroits du logiciel, vous savez que vous devez directement vous-même travailler dans l'écran de détail. Alors, on a vu que dans les prévisions, le logiciel générait une trésorerie mensuelle lui-même. On voit d'ailleurs ici en bas 41 382 €. Le logiciel va du coup générer la sortie d'argent pour les immobilisés, vu que par défaut, on fait des acquisitions en janvier 2020. On va voir qu'on va pouvoir paramétrer cette trésorerie à différents endroits. J'aime bien déjà montrer cet exemple-ci. On a ici la machine qui arrive en janvier 2020 et dans l'écran de détail, j'ai 2 onglets. Amortissement, mon tableau d'amortissement. Paiement, à quel moment je paye mon acquisition. Donc par défaut, on paye la machine au mois de janvier, TVA comprise. Maintenant, imaginons que le fournisseur me propose un étalement de paiement, que je peux payer en plusieurs tranches, donc je ne parle pas encore d'un financement, mais d'un étalement de paiement. Je vais générer mes différentes tranches de paiement. Première tranche de 6 000 €, il génère une deuxième ligne avec ce qui reste à payer. Deuxième tranche de 6 000 €, il génère une troisième ligne, et ainsi de suite. Je peux préciser les dates, mais par défaut janvier, février, mars, et on voit en direct dans la trésorerie qu'il a étalé le paiement
de ma machine. Donc la machine arrive bien en janvier 2020, je commence à l'amortir en janvier 2020, mais l'argent sortira au compte-gouttes de la trésorerie suivant l'étalement de paiement. Je veux revenir en arrière dans l'écran de détail, je joue avec les valeurs. Si finalement je veux supprimer l'étalement de paiement, je reviens en arrière, je paye directement 18 150 € sur la première tranche et il supprime les deux tranches qui restent. Et on voit dans la trésorerie que je repaye tout directement. Alors, je reviens dans les données. Mon bilan de départ, on a travaillé les acquisitions et pourtant il ne se passe rien au bilan de départ. Pourquoi? Parce que par défaut, je fais les acquisitions en janvier 2020, le premier mois de la période d'exploitation. Si je veux qu'un immobilisé apparaisse au bilan de départ, je vais avoir l'option, ici à la place de date, je peux me mettre dans le menu déroulant en start date. Je me mets en start date pour les frais d'établissement et la machine, et là le logiciel considère que ce sont des immobilisés qui doivent apparaître au bilan de départ, pour un apport en nature ou pour la construction du bilan de départ symbolique, avec la valeur des immobilisés et la TVA préfinancée qui sera récupérée. Je deviens tout rouge parce qu'il détecte le déséquilibre bilantaire. On va pouvoir par exemple investir dans le véhicule au mois de mai 2020 et du coup on voit dans l'écran de détail qui génère correctement le prorata temporis des amortissements. À partir du moment où j'ai travaillé mes immobilisés, je vais commencer à financer tout ça. Apport, on va pouvoir travailler dans le bouton apport, l'apport disponible de départ et éventuellement les variations d'apport, variations de capital en cours de route. Si je travaille sur une SRL, on a un porteur de projet qui apporte 18 000 € et par défaut, le logiciel va directement libérer les 18 000 € ici en bas dans le bilan de départ. On continue, créance et dette, ajouter un nouvel élément et là, je retrouve dans l'écran de détail mes 170, mes 280, mes 40, mes 42, mes 44, mes 48 et compagnie. On va pouvoir rajouter plusieurs choses. On va prendre l'exemple d'un crédit long terme. Je rajoute un 173, je valide. Le logiciel me rajoute ma ligne. Je peux changer le code et l'intitulé. Et on va emprunter pour 20 000 €. Alors, l'option Start Date qu'on a vue tout à l'heure, pour que les immobilisés apparaissent dans le bilan de départ, c'est une option qui est propre aux immobilisés. Si je veux qu'une créance ou qu'une dette apparaisse au bilan de départ, je vais devoir jouer avec la date. Par défaut, on fait l'emprunt en janvier 2020. Si je veux que cet emprunt apparaisse au bilan de départ, je dois lui stipuler que j'ai contracté l'emprunt le mois qui précède la constitution. Donc, dans ce cas-ci, le mois de décembre 2019. Si j'emprunte en décembre 2019 tout en continuant bien à rembourser date du premier paiement en janvier 2020, on le voit dans l'écran de détail, on va voir directement les 20 000 € apparaître dans les dettes actuelles au passif du bilan de départ. Alors, c'est une réflexion informatique. En fait, vous verrez dans la deuxième partie de la formation que pour l'importation, lorsqu'on travaille sur une balance existante, on peut travailler sur des dates antérieures. Et du coup, le logiciel va régénérer le tableau de remboursement avec le restant dû des crédits existants. C'est pour ça qu'on travaille via le mois qui précède les prévisions et non pas via le start date. Alors, type de crédit remboursement constant, durée du remboursement 60 mois. On va pouvoir jouer avec les deux. Je préfère d'abord me concentrer sur l'écran de détail. On va lui mettre un taux du 1.4 et le logiciel va me générer lui-même le tableau de remboursement, mois par mois. Je vois que je peux préciser plusieurs choses. La périodicité de remboursement du capital et des intérêts, de mensuel à annuel. Je peux préciser la date du premier paiement ou les franchises en capital. Alors attention, ce n'est pas la même chose. Si je change la date du premier paiement, janvier 2021, je rembourse du capital qu'à partir de janvier 2021. Je ne rembourse que des intérêts la première année. Par contre, les 60 mois commencent en janvier 2021 et du coup, je rembourse jusqu'à décembre 2025. Par contre, si je ne joue pas sur la date du premier paiement, mais sur la franchise en capital, là, on voit de nouveau que je ne rembourse des intérêts que la première année, mais je ne cours que jusque décembre 2024 parce que les 60 mois commencent en janvier 2020. Il y a une petite nuance entre les deux pour coller au mieux aux obligations bancaires. Alors, j'ai également la possibilité, ici je connaissais le taux, mais imaginons que je ne connais pas le taux, je peux forcer la mensualité. Si je clique sur le petit carré euro pourcentage, montant du remboursement périodique, je peux imposer la mensualité. Par exemple, si je vais imposer 400 €,
Et vous allez voir qu'il va ici me régénérer un tableau de remboursement avec un nouveau taux, 7,42. Et du coup, on peut travailler dans les deux sens et il va générer le taux lui-même. Ce n'est pas vraiment la tendance, on va remettre du 1,4. De nouveau, j'ai plusieurs onglets, remboursement, mon tableau de remboursement, prélèvement, à quel moment la banque me verse l'argent. Donc par défaut, l'argent arrive directement, mais imaginons que l'argent doit arriver au compte-gouttes sur preuve facture pour une rénovation de bâtiment, par exemple. Eh ben, on va pouvoir ici préciser l'étalement d'arrivée de d'argent, comme on l'a fait pour le paiement de l'immobilisé. Et dans la trésorerie, on verra que l'argent arrive au bon moment. Il ne remboursera des intérêts que sur ce qui a été libéré et il attendra que tout soit libéré pour commencer à rembourser le capital. Alors, le fait d'avoir créé un long terme, que ce soit un 170, 71, 72, 73, je ne me soucie pas du court terme, il va générer le 42 qui va avec le 173 lui-même. D'accord? On va voir également qu'on a plusieurs types de crédits, remboursement constant ou remboursement dégressif, et il me génère un tableau de remboursement dégressif où c'est le capital remboursé qui est constant. Et de nouveau, j'ai l'option libre. Si je me mets en remboursement libre, il m'invite à faire moi-même mon tableau de remboursement. Alors, on ne va pas faire ça pour faire 60 mensualités soi-même, mais c'est plutôt quand on fait un straight loan, par exemple, où on va lui dire nous-mêmes comment on veut rembourser 12 mois plus tard le crédit. Ou bien si on fait un compte courant gérant en 48, qu'on va peut-être mettre en remboursement libre, soit pour le laisser courir, soit pour le rembourser de façon disparate, soit pour lui mettre un petit taux d'intérêt de façon totalement autonome. Alors, je me remets en remboursement constant. Hop, voilà. Dernier bouton des données bilantaires, prime en capital. Ajouter un nouvel élément. Et là, vous pouvez rajouter vos subsides, vos primes en capital. Vous mettrez la date, le montant, le taux d'imposition, la méthode et la durée d'amortissement. Et le logiciel générera tout le reste pour tout ce qui est impôt différé. Il y a une chose dont on n'a pas encore parlé dans ce bilan de départ, c'est les stocks. Je les laisse en parenthèse pour le moment. On y reviendra plus tard. Pour le moment, on a un déséquilibre de 18 398 euros. Je vais le mettre en disponible manuellement, 18 398 euros. Et le rouge disparaît, on est à l'équilibre. Donc, je vais moi-même manuellement mettre le disponible ou le découvert de caisse. Ici, j'ai mis les 18 000 euros pour arrêter d'avoir mal aux yeux avec la couleur rouge. Mais évidemment, on reviendra dessus. On va boucler la boucle après avoir étudié les données d'exploitation, les délais de paiement et tout ce qui va impacter la liquidité, et entre autres les stocks. On va pouvoir revenir ici et voir si les 18 000 euros sont suffisants pour se lancer en toute sérénité sur la case départ au niveau de la liquidité. Alors, on va regarder les données d'exploitation. Avant ça, qu'est-ce qu'on a déjà généré avec ce petit bilan de départ? Dans mes prévisions, si j'ouvre ma trésorerie, on voit dans la trésorerie qu'on rembourse les intérêts. On a l'achat du véhicule au mois de mai. Je rembourse le capital. J'ai la récupération de la TVA sur les investissements de départ au mois de juin et la récupération de la TVA sur le véhicule au mois de septembre. Dans mon compte de résultat, on va voir que pour le moment, je n'ai que deux lignes, les amortissements et les charges financières. Dans l'ensemble de ces tableaux, je peux toujours avoir le détail. Si par exemple je double-clique sur amortissement, je vais avoir une fenêtre pop-up avec le détail de mes amortissements année par année, code comptable par code comptable. Dans mes bilans, je vais un peu les agrandir aussi, j'ai du coup 4 colonnes, mon bilan de départ et puis dans ce cas-ci 31 du 12, 31 du 12, 31 du 12, avec à l'actif la valeur résiduelle de mes immobilisés année après année, la créance de départ c'est la TVA récupérée sur investissement, le disponible, l'apport, le résultat reportant l'encore rien vendu et le 173 qui switch en 42 automatiquement. Alors, je réouvre ma trésorerie, je le fais exprès, on va la laisser ouverte ici en bas, et on va travailler les données d'exploitation. Vente, chiffre d'affaires, ajouter un nouvel élément. Alors, on vous propose quelques 70, il n'y a de nouveau pas de limite évidemment, vous créez 36 lignes si vous voulez créer 36 lignes. On va rajouter nous un 70 chiffre d'affaires, je valide, et le logiciel va me rajouter ma ligne où je peux changer le code et l'intitulé. On va se concentrer sur la fréquence. À quelle fréquence je vais vendre mon produit, mon service? Si j'ouvre mes fréquences, on va voir ici que je peux vendre de façon ponctuelle ou mensuelle jusqu'à annuelle. Par exemple, si je me mets en mensuel pour une valeur de 100,
par défaut de janvier 2020 à décembre 2100. Donc ce n'est pas un bug, c'est pour être sûr que ça reste sur toutes les prévisions. Maintenant, si vous avez un produit par exemple qui n'est vendu que 18 mois, on peut mettre la date de fin à juin 2021 par exemple. Et on va voir que le logiciel va générer mes ventes de sang chaque mois. Alors, je vais faire exprès de jouer avec la colonne fréquence. Imaginons que vous vendez de façon trimestrielle. On va voir qu'on vend 300 € tous les 3 mois. Je vends de façon semestrielle. Je vais vendre 600 € en janvier et en juillet. Je vends de façon annuelle et je vends 1200 tous les mois de janvier. Je change la date de début au mois d'avril et je vendrai 1200 au mois d'avril. Je repasse en semestriel. Je vendrai 600 en avril et 600 en octobre. Donc à partir d'une valeur, vous allez pouvoir préciser les ventes de par la colonne fréquence et de par la colonne de date. Et à chaque fois, le logiciel adaptera la colonne montant en fonction de vos fréquences. Je me remets en mensuel à partir du mois de janvier. Et si je veux aller plus loin, le logiciel va m'inviter à travailler en fréquence libre. En fréquence libre, je pourrais moi-même, dans l'écran de détail, créer éventuellement de la saisonnalité. Créer de la saisonnalité ou lui dire tout simplement qu'au mois de juillet, par exemple, le client part en vacances. Parce qu'il n'écrase jamais, il n'efface pas ce que j'avais construit avant avec la fréquence mensuelle. Alors, dans ce tableau, on va créer une saisonnalité. J'ai deux possibilités. Soit je travaille avec un chiffre d'affaires global et j'encode mon chiffre d'affaires, soit je travaille avec le prix unitaire indicatif. Le prix unitaire indicatif, c'est le prix de vente. À quel prix je vais vendre mon produit, mon service. Par défaut, il est égal à 1. Mais imaginons que je vends un produit 50 € pièce. Ben, le logiciel va m'inviter dans l'écran ici à travailler du coup en quantité parce qu'il fera les quantités fois 50 €. Alors là, je parle de quantité, mais ici, ça pourrait très bien être un taux horaire et ici un nombre d'heures par mois, ou ici le prix du panier moyen et ici le nombre de clients par mois. Je construis évidemment, comme je le souhaite, les différents éléments. Et je les explique en texte sur le côté. Alors, on va vite créer une saisonnalité pour la première année. On commence tout doucement. Les soldes, part en vacances, les clients n'ont plus de sous, et c'est Noël. Alors, vous allez souvent créer une saisonnalité la première année et puis faire des évolutions, enfin première année ou première période, et puis faire des évolutions en pourcentage sur les périodes futures. On a des boutons raccourcis. Par exemple, ici en dessous de la TVA, j'ai un petit bouton avec deux fichiers bleus. Si je clique dessus, c'est le bouton copier-coller. Sélectionner les montants à copier. Mais je vais pouvoir lui dire, moi, qu'à partir de janvier 2020, je veux copier 12 mois, vu que j'ai créé toute l'année 2020. Et donc l'année 2020 va devenir ma période de référence. Je me mets en 2021. J'ai le petit bouton coller qui est apparu, avec les mêmes petits dessins que Windows. À partir de janvier 2021, je veux coller pour aller plus vite sur 36 mois, en faisant varier les valeurs en pourcentage ou en unités. Si je fais par exemple varier de 5% tous les 12 mois, j'applique et le logiciel va générer 2021 et 2022 sur base de 2020 en faisant plus 5% chaque année par rapport au même mois de l'année précédente. Du coup, si je réouvre ma trésorerie, on voit qu'il a généré de lui-même la ligne de vente et les montants qu'on trouve dans la ligne de vente, si j'ouvre mon écran de détail, ben, c'est du coup mes quantités fois 50 fois 1,21 vu qu'on est dans la trésorerie. Et ça, vous l'avez compris, pour chaque ligne comptable, je vais pouvoir customiser le taux de TVA. Et on n'est pas limité au taux de TVA belge, on peut mettre la valeur qu'on veut. Si on travaille sur un dossier à l'étranger ou à l'international, on peut travailler sur des taux de TVA qu'on n'a pas l'habitude de voir en Belgique. Alors, j'ai travaillé dans l'écran de détail mes quantités vendues. Donc pendant 3 ans, les quantités évoluent, mais je vends pendant 3 ans à 50 € pièce. Donc ici, pendant les 3 années, mes charges variables qu'on va voir dans quelques instants vont évoluer et plus je vends, plus je vais chez mon fournisseur. Par contre, on voit qu'on a plusieurs onglets et j'ai l'onglet variation de prix où je vais pouvoir faire des indexations du prix de vente. Et donc là, je vais faire évoluer ma marge brute, mais pas mes quantités achetées. C'est pas parce que je vends plus cher que je vais plus chez mon fournisseur. Donc par exemple, si je fais une indexation de 10% pour passer à un prix de vente de 55 € en janvier 2021, et je peux préciser la fréquence des indexations, de nouveau, de ponctuel à annuel. Si je laisse en annuel, on va pouvoir vérifier ce qu'on a fait sur l'onglet chiffre d'affaires facturé,
où là, je retrouve mes quantités fois 50, fois 55, fois 60,5, parce qu'il faut encore une indexation de 10% en 2022. Et j'ai du coup un tableau à double entrée avec mon chiffre d'affaires estimé mensuel. Alors, on voit également ici délai de paiement 100% au comptant. J'y reviendrai, mais on va pouvoir évidemment préciser les délais de paiement. On va les laisser comme ça pour le moment. On peut jouer également avec des délais de livraison. Je mets par exemple le délai de livraison de 2 mois. Et on voit dans la trésorerie qu'il va déplacer le délai de livraison jusqu'au mois de mars. Et donc, le client va payer au mois de mars quand il sera livré. Ce délai de livraison va me permettre entre autres de travailler aussi des acomptes. On y reviendra tout à l'heure dans le chapitre des délais de paiement. Alors, une fois qu'on a travaillé les ventes, là j'ai créé qu'une ligne, mais je crée autant de lignes que je veux, on va pouvoir dans les approvisionnements commencer à travailler les charges. Alors, je rajoute un nouvel élément, et là, pour mes charges, j'ai un paramétrage en plus. Est-ce que je travaille une charge fixe ou une charge variable? Par défaut, le variable est coché dans les 60. Par défaut, il ne l'est pas dans les 61. Par défaut, il ne l'est pas dans les 62. Par défaut, il ne l'est pas dans les 64, 65, 66. Mais donc, quelle que soit la famille de la charge, je vais pouvoir travailler ma charge en variable ou en fixe. Donc, variable dépendante du chiffre d'affaires et fixe complètement autonome. Ça va m'apporter quoi? Imaginons qu'on est dans une usine, ma main-d'œuvre évoluant en fonction de la production qui évolue elle-même en fonction du chiffre d'affaires, je vais pouvoir rajouter un 62 en variable pour le faire varier en fonction des ventes. On verra aussi dans le logiciel qu'on peut créer autant de lignes qu'on veut avec le même code comptable. Donc, par exemple, j'ai une charge qui est en partie fixe et en partie variable. Par exemple, le 61,35. Je pourrais créer la ligne 61,35 en charge fixe et donc mettre ce que je vais devoir payer par mois de façon régulière et récurrente. Et puis juste en dessous, je peux créer le 61,35 en charge variable et le relier à mes ventes pour la partie qui dépend des ventes. Alors, on va laisser le variable coché pour les 60. Je vais rajouter un approvisionnement et marchandises, valider, et le logiciel me rajoute ma charge variable. Alors, pour une charge variable, on va voir que directement toutes les lignes sont grises. Pourquoi? Parce que je dois cliquer sur la ligne de mon 600 pour qu'il ouvre l'écran de détail et il va m'inviter directement à relier ma charge à mes différents produits dans l'écran de détail. Je retrouve dans l'écran de détail tous les produits et services que j'ai créés. Ici, j'en ai qu'un parce que j'en ai créé qu'un. Mais si dans vente chiffre d'affaires, j'avais créé plusieurs lignes, je retrouverai mes différentes lignes ici à droite. Et du coup, je peux relier une charge à plusieurs produits. Et si je crée plusieurs lignes de charge, je peux relier plusieurs charges à un même produit. Alors, on va le faire de façon globale ici. Je vais parler soit en prix unitaire d'achat, soit en pourcentage des ventes, en part des charges variables. Pour vendre un produit 50 € pièce, je dois aller chez mon fournisseur pour 30 €, soit une part de charge variable de 60%. Je fais une marge brute de 40. On travaille sur l'inverse de la marge brute. Du coup, on voit dans la trésorerie que le logiciel a généré ma ligne d'approvisionnement. Je vais tous les mois chercher ce qu'il faut chez le fournisseur pour honorer les ventes du mois. Tout ça parce que je vais par défaut chez le fournisseur de façon mensuelle. De nouveau, j'ai mes différentes fréquences. Je vais chez le fournisseur de façon trimestrielle. Et là, on va voir que tous les 3 mois, je vais aller chercher ce qu'il faut chez le fournisseur pour honorer les ventes des 3 mois qui arrivent. Et j'aurai du coup une trésorerie qui sera beaucoup plus en dents de scie, vu que tous les 3 mois, j'irai dépenser un montant plus élevé chez le fournisseur. Alors, je vais me remettre en mensuel. De nouveau, délai de paiement 100% au comptant, on jouera avec tout à l'heure. Et on va se concentrer sur l'écran de détail. On va retrouver dans l'écran de détail de nouveau mon taux de TVA. On peut aller encore plus loin avec des délais de livraison et des délais de transformation pour les charges. Et ici, je les avais laissés en parenthèse, on va se concentrer sur les stocks. On n'en a pas encore parlé, c'est via les charges variables qu'on va pouvoir travailler les stocks. Et du coup, je pourrais être très précis, si jamais je crée plusieurs charges variables, je pourrais travailler mes stocks charge variable par charge variable. Ici, on va le faire de façon globale vu que je ne crée qu'une ligne. Stock de départ en valeur. Si je mets un stock de départ qui va impacter le bilan de départ, par exemple un stock de départ de 5 000 €, regardez, on devient tout rouge parce que si je vais dans mon bilan de départ, on voit ici que j'ai recréé un déséquilibre avec mon stock. Déséquilibre plus important, 6 050 €,
Parce qu'il considère évidemment qu'il y a de la TVA à préfinancer sur le stock, vu qu'on est sur une constitution. Évidemment, ça c'est la donnée de base parce que j'ai une relation avec le fournisseur avec de la TVA. Alors imaginons que je n'ai pas de TVA chez le fournisseur. Alors, vous voyez ici qu'on a des équipes de 5 000 € et pas de 6 050. Je remets ma TVA. Je vous montrerai tout à l'heure qu'on a un écran de paramétrage TVA où on va pouvoir éventuellement lui dire qu'on ne veut pas de TVA sur le stock de départ, mais bien de la TVA sur la relation fournisseur. Par exemple, un IPP qui passe en ISOC et qui a déjà un stock de départ dont il a traité la TVA. Alors ici, par simplicité, on va réduire le disponible. 12 348. J'ai moins en caisse, j'ai moins en banque pour démarrer, mais j'ai un stock en arrière-boutique. Alors, comment est-ce qu'il va se traiter ce stock? Si je vais voir dans mes bilans, on voit que le stock est là, et puis il disparaît. La même chose dans ma trésorerie, on voit sur la ligne approvisionnement que je vais d'abord aller puiser dans le stock en janvier-février, et c'est quand le stock est vide que je commence à aller chez le fournisseur au mois de mars. Tout ça pour introduire que sur ma ligne de 60, on va voir ici que j'ai plusieurs onglets, et j'ai l'onglet qui nous intéresse, gestion des stocks, où je vais pouvoir travailler un stock minimum à partir de plusieurs dates, donc je vais pouvoir travailler au pluriel, ou une réserve en jour. Donc par exemple, si je lui dis qu'à partir de janvier 2020, la date de démarrage, je veux que mon stock de 5 000 € il reste constant dans la boutique, ben, on voit que je recommence directement à aller chez mes fournisseurs dès le mois de janvier, et dans mes bilans, on voit mon stock qui reste constant année après année. Et du coup, je vais pouvoir imposer ma variation de stock de façon mensuelle, trimestrielle, annuelle, comme je le souhaite. Je peux créer, en tout cas ici, autant de lignes que je veux dans l'écran gestion des stocks. Je veux par exemple que mon stock apparaisse à partir de 2021 à 10 000 €. Ben, je dis qu'à partir du mois de juin 2021, par exemple, le stock doit augmenter, le stock minimum doit augmenter à 10 000 €. Et on va voir dans mes bilans les 10 000 € qui apparaissent. Je peux travailler sur deux fronts. Imaginons qu'on met une réserve en jours. Je mets par exemple une réserve de 45 jours. Donc là, je lui dis quoi? Je lui impose deux seuils. Je lui dis, quoi qu'il arrive, je veux un stock minimum de 5 000 € en arrière-boutique. Et quoi qu'il arrive, je veux pouvoir honorer 45 jours de vente à tout moment. Donc je lui impose deux seuils, il prendra le plus élevé. Si les 5 000 € sont suffisants pour honorer à tout moment 45 jours de vente, il n'ira pas chercher plus loin. Par contre, si les ventes explosent, ben regardez, il va adapter le stock à tout moment pour pouvoir honorer 45 jours de vente, par exemple. Alors, je réouvre ma trésorerie. On a vu le petit exemple de l'approvisionnement, de la charge variable. Pour les charges fixes, si j'ouvre mes services et biens divers, ajouter un nouvel élément, et là, de nouveau, il m'invite à rajouter mes services et biens divers. Ici, on a une liste pré-paramétrée qu'on propose, où la TVA, la non-déductibilité TVA et les DNA sont pré-paramétrés. Vous allez pouvoir évidemment créer du sur-mesure avec la première ligne 61 SBD à définir pour créer vos propres codes. Et si vous voulez importer votre propre liste de 61 avec vos intitulés, vos codes et votre paramétrage TVA et DNA, vous allez pouvoir le faire assez facilement. On verra ça en deuxième partie pendant les importations. Alors, ici, je vais utiliser notre code à nous, loyer, téléphone et GSM, assurance RC, et je le fais exprès, carburant, véhicule non utilitaire. Je valide et le logiciel me rajoute mes différentes lignes. Alors, comme les immobilisés, on va par exemple payer un loyer 650 € par mois. On va payer le téléphone, je ne sais pas moi, par exemple, 100 € par mois. L'assurance, on la paiera, attention, de façon annuelle, toujours bien changer la fréquence avant le montant, 1 200 € par an au mois d'octobre. Et le carburant, ce sera 200 € par mois à partir du mois de mai, vu qu'on investit dans le véhicule au mois de mai. Alors vous voyez par exemple que sur la ligne carburant véhicule non utilitaire, on a dans l'écran de détail déjà pré-paramétré les taux de TVA, de non-déductibilité TVA et de DNA, taux qu'on peut changer élément par élément si on veut changer quelque chose. Ils sont déjà pré-paramétrés. Je peux également faire des indexations, des évolutions pour chaque élément dans l'écran de détail. Alors, personnel, là je vais avoir deux possibilités. Est-ce que je travaille mes 62 manuellement comme j'ai fait mes 60 et mes 61 en charge fixe ou en charge variable,
ou est-ce que j'utilise le pré-paramétré cadre, employé, ouvrier? Je rajoute par exemple un employé ou un groupe d'employés. Je mets le montant brut mensuel, 2500. Et le logiciel va générer tout le reste, tout ce qui est ONSS, prime pécule. Tout va être calculé automatiquement sur base des taux légaux qu'on retrouve ici en bas. Taux qui ne sont pas figés. Donc vous avez n'importe quel aide à l'emploi, un PFI, un Sésame, un plan Activa ou autre chose. Par exemple, l'ONSS patronal qui va tomber à 0 ou à 12%, vous pouvez lui indiquer. Je ne suis toujours pas d'accord avec ce qu'il propose. Je peux décocher calcul automatique et là, ce n'est plus les taux que je peux changer, mais directement les valeurs si je veux quelque chose de plus personnalisé. Il y a une seule chose qu'il faudra impacter soi-même, c'est encoder soi-même, c'est le précompte en fonction de la situation privée de la personne. Là, il n'y a pas de magie, ce qui ne va pas influencer grand-chose pour l'employeur, si ce n'est est-ce que je fais les paiements de façon mensuelle ou trimestrielle. Si c'est mensuel, ça ne changera rien, ça va juste diminuer le net de l'employé. Si c'est trimestriel, ça changera un peu la trésorerie. Alors, on va lui en mettre un pour le sport et voir où ça apparaît dans la trésorerie. Voilà. Si je réouvre ma trésorerie dans les prévisions, on va voir que la ligne de personnel a été générée automatiquement. Comment le logiciel va traiter ça? Je double-clique sur la ligne pour avoir le détail. Hop, le logiciel me sort une fenêtre pop-up. Alors, comment est-ce qu'il va réfléchir? On est sur une constitution et donc il considère que l'exercice 1, on voit que l'employé a été divisé en 3 lignes, paiement du salaire, du précompte et de l'ONSS. Il considère l'exercice 1 qu'en juillet, l'employé prend ses vacances et il n'a droit à rien vu que c'est son premier job ou c'est son ancien employeur qui a payé. Du coup, pas de paiement de précompte et de l'ONSS le mois d'après. Par contre, on voit au mois de décembre, 3507, il touche sa prime fin d'année avec son salaire. Exercice 2, on voit qu'en juillet, il touche et son salaire et son pécule de vacances. Du coup, double paiement de précompte et double paiement de NSS fait automatiquement le mois d'après. Et de nouveau, prime de fin d'année, puis fin d'année. Donc, je n'ai plus quelque chose de lissé en mensuel, j'ai quelque chose d'un peu plus précis, que ce soit pour donner au comptable ou même pour faire du suivi et du conseil client. Avec la possibilité, vous voyez dans l'onglet Données, à côté du bouton personnel, j'ai une petite flèche. Initialisation. Je vais pouvoir, sur initialisation, lui dire si je fais les paiements de NSS et de précompte de façon mensuelle ou trimestrielle et quel mois de l'année je paye le pécule de vacances si ce n'est pas le mois de juillet. Alors, on a fini avec ce petit encodage parce que autre produit de 71 à 76, autre charge de 64 à 66, il n'y a pas de surprise à vous montrer, ça s'encode comme les 60, les 61, en variable ou en fixe pour les charges. Dernier bouton qui peut être intéressant, c'est les indexations globales. Les indexations globales, je retrouve ici en haut toutes mes grandes familles. Donc par exemple, j'ai 36 lignes de services et biens divers. Au lieu d'aller dans les 36 écrans de détail et dire que je veux une évolution annuelle de 3%, je pourrais dire ici que tous les services et biens divers doivent varier, être indexés de 3% chaque année à partir de janvier 2021. Je dois bien changer la date, évidemment. Ça va? Alors, c'est maintenant que ça va devenir intéressant. Comme je vous le disais, menu déroulant. On retrouve entre autres enregistrer le dossier et enregistrer le dossier sous pour pouvoir à partir d'un dossier de base le dupliquer et faire plein de scénarios, plein de simulations différentes sans écraser les données de base. Donc ici, je ne vais pas enregistrer sous, mais par exemple prévision, compte de résultat, j'ouvre le graphique qui va avec en appuyant sur le bouton graphique qui est un bouton qui reste enfoncé et on voit ici premièrement qu'on n'est juste pas rentable. Donc on sait qu'on va devoir faire de nouveaux scénarios pour éventuellement dégager une rentabilité, augmenter les produits, diminuer les charges, il faut trouver une solution. Donc, si on est grossier et qu'on diminue les charges, par exemple si je n'engage personne, je supprime mon employé, et là je connais un peu mes chiffres, je dégage une petite rentabilité. On a dégagé de la rentabilité, prévision, trésorerie, et là on voit par contre qu'il y a encore un souci. Je vais devoir développer plusieurs scénarios par rapport à cette situation. On va travailler les éléments qui vont impacter la trésorerie. Approvisionnement, pour le moment, je paye mon fournisseur 100% au comptant. Super, le fournisseur accepte d'être payé 100% à 30 jours. On va pouvoir jouer avec les délais de paiement. Vous pouvez cliquer autant de fois que vous voulez sur le bouton comptant, il ne se passera rien.
En fait, on travaille avec le pourcentage de paiement. Si je peux payer 100% à 30 jours, ben je mets 0% au comptant et de lui-même, il va me mettre 100% à un mois. Et je vois directement l'impact sur le tableau de trésorerie. La même chose dans mes ventes. Imaginons que le client, imaginons qu'on ouvre un magasin. Du coup, le client, il peut payer directement au comptoir. On va lui dire que 85% des clients peuvent payer au comptoir. Il va générer une deuxième ligne avec les 15% qui restent. Il y a 10% des clients qui peuvent payer à 30 jours. Il va générer une troisième ligne avec les 5% qui restent. Et ainsi de suite. Et du coup, on va dire que les 5%, c'est les mauvais clients. Et là, je peux changer le nombre de mois qui vont payer sur 9 mois. Et je vois en direct l'impact sur la trésorerie. Donc, pour chaque ligne comptable, je vais pouvoir préciser le délai de paiement. Et tant que je n'arrive pas à 100%, il me proposera une nouvelle ligne que je pourrai customiser. Alors voilà, on se retrouve sur ce dossier où on a encore deux petits trous. Je peux partir sur plein de scénarios différents. Par exemple, là, c'est quand on achète le véhicule. Qu'est-ce qui se passe si on fait un leasing? Eh bien, créance et dette. Ajouter un nouvel élément. On va rajouter un 172. Je vais mettre mon graphique ici en dessous. On va prendre le leasing au mois de mai quand le véhicule arrive. J'ai fait un véhicule à 18 000 euros, donc on va faire un leasing à 20 000 euros. Remboursement constant sur 60 mois. On va lui dire ici, de nouveau, on va mettre un taux de 3%. Et pour un leasing, je peux préciser la TVA et la non-déductibilité TVA du leasing et l'option d'achat en pourcentage et en valeur. Et du coup, je vais lui dire ici une option d'achat de 2 000 euros pour arriver aux 18 000 euros de la valeur véhicule. Et je vois en direct l'impact sur ma trésorerie. Voilà la trésorerie si je fais un leasing plutôt qu'un achat direct véhicule. Par contre, évidemment, mon compte de résultat, mon bénéfice a un peu diminué, vu que dans mes charges financières, j'ai des charges financières tenantes aux dettes de location-financement par rapport à mon leasing. Donc pour ça, le logiciel est génial pour montrer à un client l'impact en termes de trésorerie si je fais un leasing plutôt qu'un achat. Si on est sur un renting, tout simplement, je vais créer un 61, renting véhicule, et chaque mois, je vais mettre le montant que je devrais payer pour ce renting, et il ne générera pas du coup d'amortissement du leasing. Ça va. Voilà, donc ça c'est pour l'exemple si je fais un leasing. Imaginons qu'on supprime le leasing, je vais supprimer ma ligne et on va plutôt, donc on revient sur notre problématique de trésorerie, on va plutôt proposer au client de faire un petit straight loan par exemple, un petit crédit court terme pour s'aider en trésorerie la première année. Ajouter un nouvel élément, on va de nouveau bouger ça, on va rajouter un 43 et donc on va le prendre au moment du véhicule. Donc, on va emprunter l'argent au mois de mai 2020, j'emprunte 15 000 euros en remboursement libre. Et dans l'écran de détail, on va venir lui dire qu'un an plus tard, en mai 2021, on rembourse les 15 000 euros avec des intérêts one shot, on va être méchant, de 1 500 euros. Et en direct, je vois l'impact sur la trésorerie. Voilà, si je fais un straight loan, à quoi ça ressemble? Académique évidemment, mais pour qu'on se rende bien compte des différents impacts. Ou de nouveau, on peut faire plein de scénarios évidemment, je supprime le 43 et je fais plutôt un crédit de caisse pour pouvoir aller en négatif sur le compte en banque. Et là, ça me permet de rebondir sur l'onglet Accueil. Dans l'onglet Accueil, on va pouvoir paramétrer entre autres tout ce qui est fiscal et bancaire. Par exemple, ligne de crédit et taux. Taux sur disponible, c'est plus rare. Taux sur découvert, on va être méchant 17%, avec une ligne de crédit de 7 500 euros. On voit pour les yeux sur le graphique que la ligne de crédit apparaît en rouge pointilleux. Et tout en bas de la trésorerie, intérêt sur la trésorerie, on voit qu'on paye des intérêts à la banque quand on est en négatif sur le compte en banque. Ou alors, et je conclue toujours comme ça, on boucle la boucle. On a déjà travaillé toutes les solutions pour améliorer la liquidité. C'est peut-être plus possible de l'améliorer. On revient dans les données sur le bilan de départ. Le client, le porteur de projet, était persuadé qu'après avoir financé tout le reste, 12 000 euros était suffisant pour se mettre sereinement sur la case départ avec 12 000 euros en banque. Ben, on lui dit non, ce n'est pas 12 000 euros qu'il faut pour se lancer, c'est 20 000 euros minimum en banque pour se lancer sereinement en termes de liquidité. Du coup, il manque 7 652 euros. Où est-ce qu'on va les chercher? Un apport personnel, un compte courant gérant, un crédit, il faut trouver une solution. On fait par exemple un compte courant gérant, ajouter un nouvel élément, je rajoute un 48, je suis toujours dans les créances et dettes. Je mets un CC
gérant. Et on va le mettre du coup en décembre 2019 que ça apparaît son bilan de départ. Et on va être précis, 7652 que je laisse en remboursement libre et que je laisse courir. Et du coup, j'équilibre mon bilan de départ avec le compte courant gérant. Alors, qu'est-ce que je vais encore vous montrer? Dans l'onglet Accueil, je vais pouvoir paramétrer plusieurs choses. Comme je le disais, la signalétique du dossier, on revient dessus quand on veut, il n'y a rien qui est figé. TVA, je vais pouvoir paramétrer, est-ce que je fais des déclarations mensuelles ou trimestrielles? Et s'il y a restitution par l'État, est-ce que c'est de façon mensuelle ou trimestrielle? On retrouve la situation de départ, TVA sur investissement de départ et TVA sur stock de départ. Et c'est donc ici que je vais pouvoir éventuellement annuler la TVA sur stock de départ sans toucher à la relation fournisseur. Par exemple, moins 5 000, voilà. Et là, je recrée un déséquilibre dans le bilan de départ vu que j'enlève la TVA sur stock. Alors, base imposable, le logiciel va vous inviter à jouer avec vos DNA, vos exonérations et vos déductions pour investissement. Vous avez la possibilité de mettre des montants globaux année par année. Et attention, si vous mettez des montants globaux dans les DNA, ça viendra s'additionner aux DNA des écrans de données, donc des immobilisés et des services et biens divers. Par exemple, ici, c'est mon carburant véhicule non utilitaire. On a toujours les intérêts notionnels et on peut changer le pourcentage. Et par défaut, il prend les pertes récupérables année après année. Je peux changer l'option aussi. Taux et versement anticipé, le logiciel va prendre le taux réduit jusqu'à 100 000 euros, donc 25, 20, 25, 20, 25, 20. De nouveau, ce ne sont pas des taux figés. Je peux changer les taux si jamais je dois avoir quelque chose de particulier. L'entreprise a droit au taux réduit. Si je lui dis non, il ne prendra plus que le taux de base. Donc là, il n'est pas assez intelligent que pour aller voir si vous avez fait un 618 à 45 000 euros et qu'on répond à toutes les conditions. Il faut lui dire année par année si on répond à différentes conditions. Par défaut, il fait des versements anticipés de 25% chaque trimestre. Donc si je réouvre ma trésorerie, on voit ici en bas, impôt. En avril, juillet, octobre, décembre, moins 209, 209, 209, 209. Il fait ses versements anticipés. Je peux faire évidemment de l'optimisation. Par exemple, ici, je vais le faire exprès. Si je mets 75% le premier trimestre, donc ici en avril, je le fais exprès 75%. On voit qu'en avril, je vais dépenser 628 euros de versement anticipé. Et si j'arrive pas à 100%, solde impôt 25%, il m'invite à préciser la date ultérieure à laquelle je vais payer le solde de l'impôt. Calcul sur base de pourcentage. Si je lui dis non, il m'invite à travailler en valeur. Par exemple, un VA de 4 000 euros en avril, on va avoir tout de suite l'impact de trésorerie. Je fais un VA de 4 000 euros en avril. Ou je ne mets rien et il prend le taux de majoration globale, ou je suis dans les 3 premières années et je peux mettre le taux de majoration à 0. Donc, de nouveau, je peux adapter ça de façon pointilleuse. Alors, affectation des bénéfices, je ne rentre pas dans le détail, on en parlera en deuxième partie de formation pour la distribution de dividendes, mais donc vous allez pouvoir préciser en pourcentage ou en valeur si vous reportez le résultat, si vous distribuez des dividendes, si vous mettez une partie en réserve, et si vous distribuez, on pourra parler de la date et de la valeur du précompte et des différentes dates de versement de dividendes s'il y a plusieurs dates. Alors, opérations diverses, je l'explique oralement, c'est pour faire tout ce qui est manipulation, tout mouvement entre compte de résultat et bilan sans toucher à la trésorerie. Donc, je vais pouvoir faire des manipulations, des échanges entre les grandes familles de l'actif, du passif et du compte de résultat sans toucher à la trésorerie. Par exemple, une charge qui doit être décaissée la première année, mais déduite fiscalement l'année 3 et pendant ce temps-là rester dans les stocks à l'actif, eh ben, je vais pouvoir faire des opérations diverses dans ce sens-là. Alors, on travaille dans les 4 langues, français, néerlandais, anglais, allemand. Vous allez retrouver dans l'onglet Accueil également les zones de texte. C'est des boutons qui restent enfoncés. Présentation, on va avoir ici le texte de présentation avec un petit canevas que moi je propose, le minimum syndical à remplir pour le notaire, pour une constitution. Et donc ici, le texte de présentation apparaîtra éventuellement dans les impressions en dessous de la table des matières, donc après la page de garde et la table des matières. Commentaire, c'est donc un bouton qui reste enfoncé. À partir du moment où le bouton commentaire est enfoncé, je vais pouvoir me balader dans le logiciel et écrire des commentaires sur mes immobilisés,
écrire des commentaires sur mon personnel, écrire des commentaires sur mes approvisionnements. Et ces commentaires, je pourrais choisir si oui ou non je veux qu'ils apparaissent dans les impressions. Donc, ils pourraient très bien rester dans le logiciel pour communiquer entre collaborateurs. Si par exemple on fait relire le plan financier à un collaborateur et lui expliquer comment est-ce qu'on a construit le plan financier. Et si jamais on décide que ça apparaisse dans les impressions, ben, ça apparaîtra avec le tableau correspondant, évidemment. Alors, on a, en plus de l'assistance téléphonique dont vous pouvez profiter, des écrans d'aide. Ici, toujours dans l'onglet Accueil, j'ai Écran d'aide. C'est un bouton qui reste enfoncé. À partir du moment où il est enfoncé, je peux me balader. Je ne sais plus comment encoder mes immobilisés. Je ne sais plus comment travailler mes services sur divers. Je ne sais plus comment travailler mes charges variables. Et j'ai chaque fois un écran d'aide qui vient me rappeler comment ça fonctionne. Guide d'utilisation. Si je clique dessus, ça va m'ouvrir un PDF avec le guide du logiciel, un PDF. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Guide d'utilisation. Voilà. Il est sur notre écran. Le voilà. Le guide d'utilisation en PDF, 90 pages, pour mettre sur la table de nuit et découvrir tous les trucs et astuces pour utiliser correctement le logiciel. Alors, si jamais je veux de l'aide sur Internet, je vais pouvoir ici cliquer sur Trucs et astuces. Et là, ça va vous ouvrir notre foire aux questions sur notre page Internet. Donc, vous pouvez y accéder via Google également. Où vous retrouvez une arborescence avec tous les écrans du logiciel, par exemple l'écran créance et dette. Et là, je vais retrouver les questions qui nous sont le plus souvent posées pour l'écran créance et dette avec nos réponses et les print screens pour expliquer comment ça fonctionne. Vous avez également le chapitre, par exemple, importation des données, où là, vous allez retrouver, en plus des questions qui nous sont souvent posées, les logiciels comptables les plus utilisés en Belgique. Je clique par exemple sur Bob, et là, j'ai le print screen de Bob pour voir comment aller chercher la balance dans Bob. Vous allez sur YouTube. Et là, vous tapez IDsoft. Vous arrivez sur notre chaîne YouTube où vous retrouvez l'ensemble de nos tutoriels avec une trentaine de tutoriels en français et néerlandais, des choses bien précises sur des vidéos de 2-3 minutes et puis des vidéos plus globales, encoder un plan financier en 15 minutes, mes premiers pas dans en 8 minutes et vous allez retrouver également le webinaire qu'on est en train de faire ensemble, partie 1 et partie 2 dans quelques jours. Alors ça, c'était pour l'onglet Accueil. Onglet Données, on a tout vu. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu dans l'onglet Prévision? Synthèse, le logiciel me propose un tableau de synthèse. Début, fin des prévisions. Quand le seuil de rentabilité est atteint quand il n'est pas indéterminé. Le maximum de trésorerie et quand il a lieu. Le minimum de trésorerie et quand il a lieu. Éventuellement, les périodes de découvert et de dépassement de ligne de crédit s'il y en a une. Et il me propose un premier petit tableau de bord. Les chiffres clés du compte des résultats, marge brute, valeur ajoutée, cash flow, résultat avant impôt. Les grandes familles de l'actif et du passif. Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement. Rentabilité, le logiciel va m'inviter à travailler sur l'étude du seuil de rentabilité. Par défaut, il calcule un seuil mensuel qui va comparer aux ventes. Du coup, la plupart du temps, quand on crée de la saisonnalité, c'est ininterprétable. Je vais pouvoir du coup cocher lissage pour lisser mon seuil de rentabilité et faire une moyenne trimestrielle pondérée. Et du coup, on voit ici le seuil de rentabilité trimestrielle qui est du coup beaucoup plus utilisable et je vais pouvoir faire des simulations. Par exemple, je suis avec le client et je lui dis, bah voilà, ça c'est ce que vous pensez. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait que 70% des ventes qu'on avait prévues? Et je vois directement l'impact sur sa rentabilité. Les simulations que je fais ici, elles restent ici. Elles ne vont pas impacter votre encodage en données. C'est éventuellement après validation qu'on ira changer dans les données ce qu'on veut changer par rapport aux simulations qu'on a fait de rentabilité. Alors, trésorerie, on l'a bien vu aussi. Je rappelle qu'on double-clique, on peut l'agrandir. Je rappelle qu'on double-clique sur n'importe quelle ligne pour avoir le détail, par exemple administration TVA, et j'ai une fenêtre pop-up qui s'ouvre avec le détail de tous les mouvements TVA. Ici, voilà, elle était sur mon deuxième écran.
Je clique sur services et biens divers, j'ai le détail de mes services et biens divers et qu'est-ce qui est payé quand. Compte de résultat, on l'a bien étudié aussi, avec, et c'est pour ça que je clique chaque fois sur les petits dessins, si je clique sur résultat annuel, j'ai une petite flèche avec un menu déroulant calcul de l'impôt, le calcul détaillé de l'impôt sur base de ce qu'on a paramétré. Affectation du résultat, la même chose. Et le logiciel me propose une analyse financière de base, une analyse verticale, comparaison des postes principaux. Donc les ventes deviennent l'élément comparateur avec 100% et je vois tous mes chiffres clés en pourcentage des ventes. Analyse horizontale, évolution des postes principaux par rapport à la première année. Et ratio de rentabilité, rendement de l'actif, rendement des fonds propres, rendement du chiffre d'affaires. Même chose pour mes bilans, avec une analyse verticale par rapport au totaux, une analyse horizontale par rapport au bilan de départ, et les ratios bilantaires avec, entre autres, les ratios de solvabilité, de trésorerie et de liquidité, qui nous seront fort utiles pour le double test qu'on verra cet après-midi. Les 3 cerises sur le gâteau, tableau d'amortissement avec tous mes immobilisés, et on voit ici qu'ils travailleraient éventuellement les primes et subsides en capital avec les impôts différés, s'il y en avait. Tableau de financement emploi-ressources qui peut être très intéressant avec mes variations de fonds de roulement, variations de besoins en fonds de roulement et variations de trésorerie. Et mes tableaux de remboursement avec tous mes crédits. Alors, tous les tableaux qu'on a vus peuvent être exportés vers Excel. Donc, c'est la dernière chose qu'on fera avant la petite pause et l'après-midi. Donc, on verra tout ce qui est impression, importation, suivi de budget et double test de liquidité. Lorsque je veux exporter un tableau vers Excel, tout simplement, je clique dessus. Par exemple, ma trésorerie, je clique n'importe où sur ma trésorerie, menu déroulant, exporter avec le X de Excel. Voilà. Et alors en brut évidemment, sans formule et sans mise en page, mais j'ai mon tableau qui apparaît dans Excel. Et absolument tous les tableaux. Si je veux par exemple dans données créances et dettes mon crédit, je veux mon tableau de remboursement, je clique dessus, menu déroulant, exporter le tableau, et c'est le tableau de détail qui va apparaître ici dans l'Excel, avec tout mon remboursement mensuel. Donc voilà pour le refresh des trucs et astuces sur les différents écrans du logiciel. On se retrouve tout à l'heure pour la suite des explications.